le manoir scintillait tel un mirage doré au cœur de l'Equiphase One, se dressant fièrement sur la nuit de velours. Les rues bourdonnaient de klaxons et de murmures, mais derrière les grilles, le monde était différent, exclusif, parfumé de richesse et vibrant de désirs cachés. Un bal masqué à Lagos n'était pas qu'une simple fête. C'était une déclaration, une danse de pouvoir et de mystère. Les invités flottaient dans des robes de soie et des costumes de velours, le visage dissimulé derrière des masques élaborés ornés de plumes, de perles et de secrets. Tari Johnson s'appuyait contre la balustrade du balcon à l'étage, un verre à la main et son masque noir fermement en place. Sa silhouette élancée, vêtue d'un ankara bordeaux foncé rehaussé de subtiles broderies dorées, attirait les regards même s'ils ne les voyaient pas. Mais Tari ne cherchait pas à se faire remarquer. Il n'était même pas censé être là. Rishi l'avait sorti de l'ombre du chagrin et de l'isolement, le faisant pratiquement chanter avec la culpabilité et une demi-bouteille de glymphatique. Sa fiancée l'avait quitté 7 mois auparavant, et les ruines qu'elle avait laissées résonnaient encore dans ses pensées. Mais ce soir-là, la musique était plus forte que les échos. L'afrobeat vibrait dans les couloirs, tandis que les perles de la taille tintaient, que les rires retentissaient et que les lèvres, tachées par un vin précieux, se lavaient. Et puis il la vit. Elle bougeait comme si elle possédait chaque centimètre carré d'air entre eux, son masque scintillant de paillettes argentées encadrant des yeux profonds et entendus. Sa robe, un mélange fluide de bleu nuit et de dentelle ivoire, la serrait d'une manière qui interrompait le temps. Tari la regardait danser seule, non pas pour séduire la foule, mais pour la défier, audacieuse, insouciante, indomptée. Elle se tourna vers lui, et bien que son sourire fût voilé de mystère, il l'interpellait plus fort que la musique. Ils se sont rencontrés sur la piste de danse, d'abord sans un mot, bougeant au rythme de l'autre. On ne révèle pas les noms, lui chuchota T.L. à l'oreille, sa voix douce comme du chocolat fondu, juste quelques instants. Il ne protesta pas. Pour une fois, Tari se laissa aller. Pas de titre, pas d'attente pour l'instant. Ils dansèrent. Ils riaient. Ils parlaient de tout et de rien, de vieux films de Nollywood, d'Inigo S. Hills, de technologie et de rêves, de frères et sœurs disparus. C'était surréaliste. Cette nuit-là, sous les ombres des chameaux et les draps de soie, leur corps écrivait des poèmes que leur bouche avait trop peur de prononcer. Mais l'aube se leva brusquement à Lagos, et avec elle le silence. Tari se réveilla et la trouva partie. Pas de nom, pas de numéro, juste un foulard de soie bleu ciel et le parfum persistant du jasmin sauvage. Il chercha ce matin-là. Il demanda à l'hôte, au personnel. Rien. Comme un rêve, oublié, elle avait disparu. Mais le souvenir. Cette pensée est restée gravée dans sa mémoire. Elle l'a hantée pendant 3 ans. Tari Johnson se tenait dans la cuisine ouverte de son duplex miteux. Un café dans une main, l'autre parcourant distraitement ses emails sur sa tablette. Dehors, la ville vibrait du chaos habituel de Lagos. Okada filait à toute vitesse devant les dents faux, les marchandes criaient leurs marchandises, les générateurs bourdonnaient comme des abeilles en colère. À l'intérieur, tout était précis. Électroménager en inox, sol en marbre froid, une touche d'art minimaliste. Un espace pour un homme qui privilégiait le contrôle et la productivité. 3 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit-là, et même si Tari s'était plongé dans le travail, avait investi dans des startups et lancé des écoles de codage à Auguin et Kaduna, il n'avait toujours pas oublié son souvenir. La fille au masque. Celle dont le regard lui faisait oublier comment respirer. Depuis, il avait fréquenté des femmes sans lendemain, sauf des femmes qui ne menaçaient pas de le détruire. Mais de temps à autre, généralement aux heures les plus calmes de la nuit, son visage lui illuminait les yeux. Pas même son visage en entier. Juste un rire, la façon dont elle se cambrait quand elle dansait, ou cette fichue écharpe. Il n'avait aucune idée qu'elle allait revenir dans sa vie. Madame Duroger avait envoyé la nouvelle femme de ménage ce matin-là. Tari jeta à peine un coup d'œil à son dossier. Il lui fallait simplement une personne fiable, qui ne casserait pas la vaisselle et ne bavarderait pas avec les voisins. Il avait renvoyé la dernière pour avoir divulgué une photo de son salon sur un blog de célébrités. L'agence s'était excusée abondamment et avait promis que celle-ci venait de l'intérieur des terres et n'était pas présente sur les réseaux sociaux. Une fille très humble, ont-ils dit. Alors, quand la sonnette retentit et que son agent de sécurité la laissa entrer, Tari leva à peine la tête. Puis elle entra dans la cuisine, une petite valise à la main, une simple robe en pagne moulant ses formes, les yeux baissés d'une manière à la fois étudiée et prudente. Il se tourna pour la saluer,
avec l'intention de lui adresser un bref signe de tête et de disparaître dans son bureau. Mais leurs regards se croisèrent. Quelque chose en lui vacilla. Elle lui semblait familière. Pas entièrement, mais par fragments. Comme une chanson entendue dans l'enfance, l'air restait gravé dans vos os, même si les paroles vous échappaient. Il l'ignora et retourna à sa tablette. Bienvenue. Veuillez simplement garder les lieux propres. Ne touchez pas au whisky. Tu seras payé le vendredi. Elle hocha la tête, d'une voix douce comme l'harmattan. Oui, monsieur. Amaka déglutit difficilement, priant pour qu'il ne la reconnaisse pas encore. 3 ans plus tôt, elle lui avait tout donné pour une seule nuit. Maintenant, le destin lui rendait son accord, sous forme de mystère, mais comme sa servante. Amaka Chikwiti se déplaçait avec une efficacité silencieuse dans la maison, nettoyant les plans de travail, pliant le linge, et époussetant les recoins qu'il n'avait pas regardés depuis des mois. Elle gardait le pas léger, les yeux baissés. Mais son esprit était en pleine tempête. Il lui avait fallu tout son hochement de tête pour halter dès qu'elle l'avait revu. La même mâchoire forte, plus prononcée maintenant. La même voix de baryton douce qui lui avait autrefois murmuré des poèmes contre la clavicule. Il avait l'air encore plus beau que dans ses souvenirs, plus posé, plus distant. Et pourtant, son estomac s'était noué lorsque leurs regards se sont croisés. La reconnaissait-il? Elle en doutait. Les riches hommes de Lagos comme lui faisaient la fête tous les week-ends. Comment pouvait-il se souvenir d'une fille anonyme d'il y a 3 ans? Mais elle se souvenait de lui. Pas seulement de son toucher ou de sa voix, mais de la façon dont il l'avait regardée, comme si elle était une galaxie enveloppée de dentelle. Cette nuit-là n'avait pas été que passion. C'était une évasion. Sa mère venait d'apprendre qu'elle souffrait d'un cancer à un stade précoce. Amaka était venue à Lagos pour mendier de l'argent auprès de ses oncles éloignés. Ce soir-là, à la fête, elle voulait oublier, être quelqu'un d'autre, ne serait-ce que pour quelques heures. Elle ne s'attendait pas à le revoir. Certainement pas comme ça. Elle frotta le carrelage de la salle de bain plus fort que nécessaire, comme pour effacer sa propre honte. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée. Diplômée en sociologie, elle parlait couramment le français. Pourtant, la vie l'avait humiliée. Après que la santé de sa mère se soit détériorée et que l'argent se soit tari, elle a ravalé sa fierté et s'est tournée vers Ngozi, sa cousine basée à Lagos, qui lui a trouvé un emploi à l'agence. Amaka avait insisté pour utiliser un faux nom et dissimuler son identité. Et puis, le destin, cruel, l'avait renvoyée directement auprès de l'homme qu'elle avait tenté d'oublier. Elle n'avait même pas tout raconté à Ngozi. Aux yeux de tous, elle n'était qu'une jeune fille dénugue comme les autres, se démenant pour gagner sa vie. Pourtant, elle connaissait le risque de rester. Il pouvait se souvenir d'elle à tout moment. Mais en attendant, elle travaillerait, économiserait et disparaîtrait discrètement, avant que la vérité ne la rattrape. Pendant ce temps, Tari se surprit à la regarder plus souvent que d'habitude. Quelque chose chez la servante le troublait. Sa façon de bouger, sa façon d'éviter son regard, un non-dit flottait entre eux. Il ne réalisait pas encore qu'il vivait au cœur d'une histoire commencée 3 ans plus tôt. Une histoire qu'il avait oubliée, mais dont elle n'avait jamais pu s'échapper. Tari avait toujours été un homme du détail. En affaires, il se targuait de remarquer ce que les autres oubliaient, les subtils changements de ton lors des appels aux investisseurs, les petits caractères des contrats d'acquisition, les hésitations discrètes dans la voix d'un associé. Mais chez lui, il apprenait à voir les choses différemment. Cela commençait par une maison plus humaine. Son thé n'était jamais trop fort et son réfrigérateur regorgeait de choses qu'il ne se souvenait pas avoir demandées, mais qu'il appréciait. Mangue mûre, feuilles du gars, petit pot de soupe au poivre maison. Ses vinyles de jazz préférés étaient dépoussiérés et soigneusement rangés près du tourne-disque, et son Golden Retriever, Miko, d'habitude distant, s'agitait maintenant avec enthousiasme autour du Medamaka. Mais ce n'était pas seulement le souci du détail. C'était sa façon de se déplacer dans la maison, comme si c'était temporaire, comme si elle ne se laissait jamais vraiment aller. Elle fredonnait de vieilles berceuses Igbo en faisant le ménage, celles que sa grand-mère chantait à Port Harcourt avant sa mort. Parfois, elle s'arrêtait dans un couloir, le regard perdu dans le vide, comme quelqu'un qui revit une autre vie. Tari commença à prêter attention, non par suspicion, mais par une véritable curiosité. Qui était cette femme qui semblait appartenir à tout et à rien à la fois? Ce qu'il ignorait, c'est qu'une maca ne fredonnait pas seulement pour passer le temps. Elle se tenait.
Chaque chanson qu'elle chantait la rattachait au village qu'elle avait quitté, au rire étouffé de sa mère et de Keshi, au manguier devant leur propriété au mur de terre, à la vie qu'elle avait sacrifiée en morceaux pour en arriver là. 5 ans s'étaient écoulés depuis sa sortie de l'université, et bien qu'elle rêvât de devenir chercheuse en développement ou même de créer une entreprise alimentaire, la réalité l'avait rattrapée. La santé de sa mère s'était détériorée. Son père avait disparu dans les méandres des dettes politiques et d'une seconde famille. Une Maka s'était donc adaptée. Elle avait nettoyé les sols des bureaux à Yaba, aidé sur les étals du marché de Balagan et, finalement, sur l'insistance de Gozi, avait accepté de s'engager comme aide domestique. Ce n'était pas honteux, juste une leçon d'humilité. Mais ce travail était différent. Cette maison, cet homme, tout cela la piquait à vif. Revoir Tari chaque jour était à la fois une punition et une tentation. Elle l'observait en silence, la façon dont il fronçait les sourcils en lisant sur la terrasse, la façon dont il se détendait légèrement lorsque Miko lui caressait la jambe, la façon dont il sifflait distraitement, plongé dans ses pensées. Il ne la reconnaissait pas. Pas encore. Et c'était à la fois un soulagement et une douleur. Elle commençait à avoir envie de conversation, à répondre à ses légers bonsoirs par plus qu'un simple hochement de tête. Mais elle se le rappelait constamment. Elle était désormais une domestique. Une ouvrière dans son monde. La mystérieuse femme aux paillettes argentées et aux baisers volés n'avait plus sa place ici. Plus maintenant. Tari n'était pas du genre à réfléchir, du moins pas profondément. Mais ces derniers temps, ses nuits étaient devenues lourdes de questions qu'il ne pouvait écarter. Tandis qu'il fixait son plafond, le ventilateur fendant le silence humide, il se souvint de ce que l'on ressentait à croire en l'amour. C'était avant Papillon. Avant la trahison, il avait un visage humain. Son ex-fiancée était éblouissante, intelligente, éloquente et connectée. Sur le papier, elle était parfaite. Mais derrière les portes closes, il y avait eu des couches de manipulation déguisées en charme. Elle ne l'aimait pas. Elle aimait son potentiel, son empire, son nom de famille. Lorsqu'elle l'a trompé avec un investisseur rival, un homme 2 fois plus âgé que Tari mais 3 fois plus avide, quelque chose s'est brisé en lui. Il n'a jamais tout raconté à Rishi, même lorsqu'ils ont bu jusqu'à l'aube après l'échec de leur fiançailles. Au lieu de cela, il s'est plongé dans des projets d'expansion, des panels de capital risqueurs et des formations en codage. L'amour était devenu un mythe qu'il lisait dans les romans ou voyait dans les vieux films de Nollywood, illusoire et dangereux. Jusqu'à l'arrivée de la nouvelle servante, Amaka. Sa présence avait quelque chose qui forçait le silence de sa maison à résonner différemment. Elle n'essayait pas de lui plaire. Elle n'essayait pas de l'impressionner. Et pourtant, sa gentillesse discrète était désarmante. Comme sa façon de recouvrir la marmite de feuilles de bananier pour préserver la saveur, ou ses murmures d'affirmation à Miko en le nourrissant. Cela troublait Tari. Non pas parce que c'était romantique, mais parce que c'était réel. Il commença à tâter le terrain, lui demandant de lui recommander des vendeurs d'épices locaux, feignant d'oublier où il rangeait ses affaires juste pour avoir une raison de parler. Elle répondait simplement, respectueusement, sans s'attarder. Pourtant, il y avait des moments, comme lorsqu'elle corrigeait la prononciation de son nom par le chauffeur avec une fierté discrète ou lorsqu'elle riait doucement à l'une des blagues ridicules de Richie lors d'une brève visite en cuisine. Elle brûlait sous ce calme, et Tari commença à se demander quelles histoires se cachaient derrière ses yeux. Pourtant, il gardait ses distances. Il ne pouvait se permettre de s'impliquer. Pas après Mott, pas à nouveau. Mais il allait bientôt apprendre que les émotions se moquent de la logique. Chaque fois qu'il la croisait pendant qu'elle passait la serpillière ou pliait le linge, son parfum, un mélange de savon doux aux agrumes et de notes florales, persistait longtemps après son départ. Elle lui rappelait quelque chose qu'il ne pouvait nommer, comme un déjà-vu qui s'échappait de sa mémoire. Et même s'il ne le savait pas encore, son cœur se réveillait lentement. Non pas avec des feux d'artifice, mais avec quelque chose de plus dangereux, l'espoir. Il y a quelque chose de troublant à être vu, vraiment vu, par quelqu'un qui n'en dit mot. Amaka maîtrisait l'art de la présence sans se montrer. Pourtant, malgré toutes ses précautions, elle le remarquait. Le regard de Tari s'attardait désormais davantage. Lorsqu'elle déposait son plateau de petit déjeuner, il s'arrêtait parfois avant de lever sa cuillère. Lorsqu'elle ajustait les rideaux, il levait les yeux de son ordinateur portable et étudiait son profil avec une expression indéchiffrable. Elle tenta de se rendre invisible à nouveau, mais il était trop tard. Quelque chose avait changé. Durant ces brefs instants où leurs regards se croisèrent,
elle perçut des éclairs de reconnaissance chez lui. Pas un souvenir complet, mais une familiarité qui lui noua l'estomac de peur et d'impatience. Se souvenait-il de la courbe de sa taille sous cette robe bleu nuit? De la façon dont elle avait gémi son nom une fois avant de se reprendre, sans jamais le lui dire. Cette nuit-là, elle avait été une étrangère avec un esprit familier. Elle était redevenue une étrangère, mais différente. Ici, elle pliait ses chemises. Là, elle lavait ses verres à vin. Elle commençait à faire partie de son quotidien, et ce n'était qu'une question de temps avant que quelque chose ne cède. Tari n'était pas idiot. Plus il essayait d'ignorer ce sentiment, plus il le tenaillait. Un après-midi, il la surprit en train de chanter à voix basse en coupant des légumes, une mélodie qui le tira au plus profond de lui-même. Il ne se souvenait pas des paroles, mais il connaissait la mélodie. Son esprit essayait de la prendre pour une coïncidence, mais son cœur n'était pas du même avis. Cette nuit-là, il sortit le vieux foulard qu'il gardait caché dans sa table de nuit, le foulard en soie bleu ciel qu'elle avait laissé derrière elle 3 ans plus tôt. Pourquoi l'avait-il gardé? Il l'ignorait. Peut-être parce que c'était la seule preuve que cette nuit avait eu lieu. Il l'examina à la lumière de la lampe, puis le replia et le glissa plus profondément dans le tiroir. Plus tard, lorsqu'Amaka passa devant son bureau, leurs regards se croisèrent à nouveau, et cette fois, elle ne détourna pas le regard. Son regard soutint le sien, empreint d'une connaissance profonde, et il en fut bouleversé. « Qui es-tu » Il voulut demander, mais il ne dit rien. Il hocha légèrement la tête, et elle continua son chemin, les mots non prononcés flottant comme un brouillard entre eux. Il ne le savait pas encore, mais la vérité les encerclait comme un faucon, attendant le moment idéal pour s'abattre. Le ciel s'est ouvert sans prévenir, et Lagos a été frappé par une de ces pluies diluviennes caractéristiques, celles qui réduisent la ville au silence sous un épais rideau de tonnerre et d'eau. La pluie s'abattait avec violence sur les fenêtres de la maison de Tari, faisant vibrer les vitres comme un avertissement. Les lumières ont clignoté 2 fois avant de s'éteindre complètement. Il faisait sombre. Il n'entendait que le fracas de l'eau sur les vitres et le grondement lointain du tonnerre. Il jura dans sa barbe, se leva de son fauteuil et attrapa la petite lampe torche qu'il gardait dans son tiroir. Tandis qu'il traversait le couloir sombre, guidé par la lueur vacillante des bougies, il aperçut Amaka dans la salle à manger, en train d'ajuster les rideaux. Elle paraissait éthérée dans la faible lueur, sa silhouette douce, ses mouvements silencieux et prudents, comme si elle avançait sur la pointe des pieds dans la vie de quelqu'un d'autre. L'espace d'un instant, Tari faillit se réfugier dans le confort du silence. Mais quelque chose le poussa à parler. « Cette pluie pourrait durer toute la nuit », dit-il nonchalamment. Elle se retourna lentement, son regard se fixant sur le sien, ce qui lui serra la gorge. « Ça ne me dérange pas », répondit-elle. Il hésita. « Veux-tu du thé ?» J'allais justement en préparer, je ne peux pas, coupa-t-elle en se dirigeant vers la cuisine. Mais au lieu de passer devant lui, elle s'arrêta. « Tu as dit quelque chose une fois, dit-elle doucement, presque pour elle-même. Tu as dit que certaines personnes n'entrent en collision qu'une fois, comme les étoiles. Cette nuit-là, je t'ai cru. » Tari Rose. Cette phrase, les mots mêmes qu'il avait murmurés dans l'obscurité 3 ans plus tôt, flottaient dans l'air comme une accusation et une confession enveloppée de poésie. Il ne l'avait plus prononcée depuis. C'était le genre de choses qu'on dit quand on est à moitié ivre, à moitié perdu et totalement vulnérable. Et il le lui avait murmuré, à la femme masquée dont il n'avait jamais demandé le nom. Pendant quelques secondes, la pièce sembla s'effondrer autour de lui. Le tonnerre dehors résonnait avec les battements de son cœur. « Qu'est-ce que tu viens de dire » demanda-t-il en s'approchant, d'une voix à peine murmurée. Le visage d'Amaka était impassible, mais ses doigts tremblaient légèrement à ses côtés. « Tu me l'as dit ce soir-là, à la fête, avant tout ça. » Tari la fixait du regard. Ses traits, autrefois perdus dans le brouillard de ses souvenirs, commencèrent à se réaligner dans son esprit, son rire, l'éclat de ses yeux, la courbe de son cou lorsqu'elle penchait la tête pour écouter. Tout lui revint en mémoire, comme un barrage brisé par le souvenir. « C'était toi » demanda-t-il, l'incrédulité et la reconnaissance se mêlant à sa voix. Amaka hocha lentement la tête. « Je ne savais pas que j'allais finir ici. Je n'avais pas prévu de le cacher éternellement. Je ne savais pas comment te le dire. » Tari recula, la main appuyée contre le mur. Tout bascula, ses souvenirs, ses suppositions, ses sentiments. La femme qu'il avait tant désirée, rêvé, pleuré en silence, était là, sous son toit, époussetant ses étagères et nourrissant son chien.
L'air était devenu trop lourd pour respirer, et aucun d'eux ne savait ce qui allait suivre. Le lendemain matin, la tempête apporta un silence pesant et inconfortable. La pluie avait cessé, laissant derrière elle des flaques sur l'allée pavée et une brume épaisse qui s'accrochait à la propriété comme un fantôme. Tari resta dans sa chambre plus longtemps que d'habitude, assis près de la fenêtre, sirotant un thé tiède qu'il n'avait pas touché depuis 1 heure. Ses pensées étaient embrouillées, confuses et bruyantes. Amaka, la jeune fille masquée, la femme qu'il avait enfouie dans ses souvenirs, se tenait maintenant rassemblée dans le présent, et avec elle, un flot d'émotions auquel il ne s'était pas préparé. Il ne pouvait s'empêcher de repasser la scène dans sa tête, sa voix, sa confession, la faille dans son sang-froid. Il ignorait ce qui le stupéfiait le plus, que ce soit elle depuis le début, ou qu'elle ait souffert en silence si près de lui. Comment avait-il pu passer à côté? Comment ne l'avait-il pas vu? L'écharpe, le rire, et même la façon dont elle le regardait parfois, comme si elle connaissait un secret qu'il ignorait. Tari réalisa qu'il avait enfermé cette nuit dans une boîte étiquetée « Fantasme » et qu'il n'avait plus jamais osé l'ouvrir. Jusqu'à maintenant. Mais maintenant que le voile était levé, que pouvait-il faire de la vérité? Elle avait menti, certes, par omission. Mais pouvait-il vraiment la blâmer? L'aurait-il cru si elle le lui avait dit dès le début? Ou l'aurait-il jugée, réduite à une opportuniste de plus poursuivant une ancienne flamme? Amaka, quant à elle, faisait ses bagages, silencieusement, prudemment, lentement. Elle avait à peine dormi. Ses mains étaient fatiguées d'essuyer des larmes incessantes, et son cœur semblait s'être brisé et répandu à travers la pièce. Elle plia ses vêtements avec le soin qu'on accorde à des choses qu'on sait qu'on ne reverra peut-être jamais. Son journal intime était posé au coin du lit, fermé pour une fois. Il n'y avait plus de mots. Rien de ce qu'elle pouvait écrire ne pouvait apaiser la douleur. Elle connaissait les risques. Elle avait répété le jour où il découvrirait la vérité, mais elle n'avait jamais imaginé que ce serait si soudain, si brutal. Il n'avait pas crié. Il n'avait même pas exigé de réponse. Il l'avait simplement fixée comme si elle avait brisé les règles de son univers. Et c'était pire. Le silence était pire que la colère. C'était comme si, à ses yeux, elle était devenue à la fois fragile et dangereuse. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester. Même s'il ne lui demandait pas de partir, même s'il lui accordait le bénéfice du doute, la maison était devenue un champ de mines de vérités non dites. Elle devait partir pour leur bien à tous les deux. Sa fierté l'exigeait. Sa dignité l'exigeait. Mais son cœur, la partie qui avait repris vie sous son regard, implorait un dernier miracle. Un seul. Il la trouva juste au moment où elle fermait le dernier coin de son dos. Elle se trouvait dans un petit couloir devant sa chambre, dans le quartier des garçons. L'air était chargé de poussière d'harmattan et de non-dits. Amaka ne broncha pas en le voyant, ni furieuse, ni brisée, mais indéchiffrable. Elle retint son souffle tandis qu'il parlait. « Tu t'en vas, dit-il, plus par observation que par question. » Elle hocha la tête, les yeux brillants de sang-froid. « Je pensais qu'il était temps, murmura-t-elle. Tu ne m'as pas demandé de rester. » Il ferma les yeux une seconde, avalant quelque chose de trop gros pour sa gorge. « Tu ne m'as pas laissé le temps de te poser la question. » Un silence s'installa entre eux, lourd comme l'humidité de la gosse. Finalement, il s'avança. « Pourquoi as-tu disparu cette nuit-là » Elle cligna des yeux, surprise par la question. « Parce que ça ne devait jamais durer plus d'une nuit, répondit-elle. « Parce que tu ne m'as pas demandé mon nom. Et j'avais une vie à laquelle je pouvais redonner. Ma mère était malade. Je n'avais ni travail, ni soutien. Cette nuit-là était une échappatoire. » Sa voix se brisa malgré ses efforts pour rester forte. « Et puis, 3 ans plus tard, le destin m'a mis ici. Je voulais te le dire. Je pensais juste que tu ne me croirais pas. Je ne voulais pas gâcher le peu de paix que j'avais trouvé ici. » Tari la fixa, la mâchoire crispée. « Tu crois que je ne comprends pas ce qu'est l'évasion » demanda-t-il à voix basse. Cette nuit-là fut la seule où j'ai tout oublié. La trahison, la pression, la solitude. Je t'ai cherché, Amaka. Tu étais parti. Son nom sur ses lèvres la fit trembler. J'ai cru que je t'avais peut-être imaginé, continua-t-il. Mais tu étais réel. Et maintenant, te voilà à me dire que tu pars. Encore une fois. Elle le regarda alors, le regarda sincèrement, et vit non pas le riche entrepreneur,
mais l'homme qui se cachait derrière tout cela, celui qui la tenait autrefois comme sa seule certitude. « Je ne suis pas venu ici pour te manipuler, dit-elle doucement mais fermement. Je n'ai jamais rien voulu de toi. Je voulais juste survivre. » Il hocha lentement la tête. « Je sais, c'est ce qui rend les choses plus difficiles. » Un instant passa. Puis il s'écarta. « Si tu dois partir, pars. » Ses doigts se crispèrent sur la poignée de son sac. Elle hocha la tête. « Bien joué, Tari. » Elle se retourna et s'éloigna, le bruit de ses pas englouti par le silence. Tari resta figé, le cœur partagé entre fierté et douleur. Il venait de la perdre à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas le souvenir qui l'abandonnait. C'était quelque chose de bien plus réel. Le silence dans la maison de Tari dura des jours, bien après le départ d'Amaka. Ce n'était pas seulement l'absence de pas dans le couloir, ni l'odeur de citron dans l'air. C'était le vide que sa présence avait autrefois comblé, silencieusement et complètement. Tari se retrouva à traverser des pièces qui lui semblaient désormais plus grandes, plus froides, plus vides. Nico, son golden retriever, semblait également le remarquer. Il errait sans relâche de pièce en pièce, gémissant aux portes closes, surtout celles qui menaient autrefois au quartier des domestiques. Tari essaya de retourner au travail, mais même les chiffres sur son écran se brouillaient. Chaque fois qu'il tapait, ses doigts s'arrêtaient, attendant un léger coup sec pour lui apporter du thé, du gingembre et du miel, comme elle avait appris à l'apprécier. Il n'avait pas réalisé à quel point elle s'était infiltrée dans sa vie avant son départ. Et maintenant, sans elle, il n'arrivait pas à savoir si la femme de chambre lui manquait ou la femme derrière le masque, celle qui avait disparu de son lit 3 ans plus tôt et était revenue dans sa vie en silence. Il pensait être en colère, mais la colère n'était qu'une coquille vide. Derrière elle se cachaient culpabilité et désir. Il l'avait repoussée alors qu'il aurait dû l'écouter. Elle lui avait révélé sa vérité, et il l'avait punie pour cela. L'ironie le brûlait plus que toutes les trahisons qu'il avait subies par le passé. Rishi arriva 2 jours plus tard, sans y être invité, comme il le faisait souvent dans des moments pareils. Il entra dans la maison avec son air habituel, mais remarqua immédiatement le changement dans l'air. « On dirait qu'on t'a volé ton portefeuille de crypto-monnaie » marmonna-t-il en jetant ses clés de voiture sur la table basse. Tari ne répondit pas. Il s'affala sur le canapé et regarda droit devant lui, le regard vide. « Elle est partie, dit-il enfin, d'une voix de cheval. Rishi s'assit à côté de lui, moins dramatique maintenant. La servante. Tari le regarda et hocha la tête. Elle n'était pas seulement la servante. Rishi l'observa un instant, puis se pencha en avant. Tu veux dire qu'après tout ce temps, tu as enfin trouvé ta femme mystérieuse, la fille au foulard de cette soirée de folie, et que tu l'as laissée filer? Tari soupira, les doigts pressés contre ses tempes. Ce n'était pas si simple, mais Rishi ne le laisserait pas s'en tirer. Mon frère, s'il y a une chose que je sais, c'est que les vraies connexions ne tombent pas du ciel. On n'a pas de deuxième chance avec une histoire comme celle-là. Si ça te tient à cœur, si ça te tient vraiment à cœur, tu feras quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Tari ne répondit pas, mais les paroles de Rishi restèrent gravées dans sa poitrine. Ce soir-là, Tari fixa à nouveau le foulard, la même soie qu'elle avait laissée derrière elle 3 ans plus tôt. Et pour la première fois, il ne lui donna pas l'impression d'être une relique. C'était comme un fil, un lien, un chemin qui la ramenait vers elle. Il ne savait pas ce qu'il dirait ni comment elle l'accueillerait. Tout ce qu'il savait, c'est que ce qui restait entre eux n'était pas terminé. Le voyage vers Enugu s'est déroulé dans le calme absolu. Tari avait réservé son vol à la dernière minute, sous prétexte de rencontrer des responsables de l'éducation pour un investissement technologique régional. Mais la véritable raison résonnait dans sa poitrine, plus forte que le bruit du moteur de l'avion, plus insistante que les courriels qu'il ignorait en route. Il n'avait pas appelé Amaka. Il ne savait même pas dans quel village elle vivait. Mais il avait son dossier, celui que Madame Duroger lui avait envoyé lorsqu'elle était venue comme domestique, et bien qu'il n'ait jamais pris la peine de le lire auparavant, il l'avait désormais mémorisé. Abioma, un village tranquille juste après le marché principal de Suka. Il atterrit, loua une voiture, puis prit la route, la détermination et la culpabilité au ventre. Les routes étaient poussiéreuses, accidentées, bordées d'hibiscus sauvages et de panneaux politiques défraîchis. En entrant dans le village, les enfants jouaient avec des pneus dans la rue, les femmes portaient des paniers de tomates en équilibre sur leur tête et les hommes se rassemblaient sous les palmiers pour jouer aux dames.
C'était un monde différent de celui de Leki, plus simple, plus chaleureux, plus pur. Mais il n'était pas là pour le paysage. Il s'est garé près de la clinique et a demandé son chemin. L'infirmière lui a souri gentiment. « Vous cherchez Amaka, la fille de Maman Keshi ? Suivez le sentier près de l'église. » Sa maison était celle avec l'hibiscus rouge près de la porte. Son cœur se serra. Même ici, on la reconnaissait à la grâce tranquille de ses soins. Cela rendait sa mission plus lourde. Arrivé à la petite maison au mur de terre, il s'arrêta, rassemblant son courage. Par la fenêtre ouverte, il la vit, Amaka, assise près d'un lit en bois, essuyant doucement le front de sa mère avec un linge humide. Maman Keshi était plus mince maintenant, ses yeux autrefois brillants ternis par la fatigue, mais la présence de sa fille éclairait la pièce. Amaka semblait fatiguée mais paisible. Quelque chose en elle à cet instant, nourrissante, calme, résiliente, éveilla en elle un sentiment profond. Elle ne l'avait pas encore remarqué. Il frappa une fois, doucement. Elle se retourna. La surprise se lisait sur son visage, rapidement suivie d'une tension lasse. Elle se leva lentement, s'essuyant les mains sur son emballage. « Grand-mère ?» Sa voix était un mélange d'incrédulité et d'émotion contenue. « Que fais-tu ici ?» Il s'avança, le cœur battant. « J'avais besoin de te voir, dit-il. J'avais besoin de voir qui tu es quand tu ne survis pas sous mon toit. » Elle croisa les bras, se protégeant. « Tu m'as vu. Que veux-tu ?» Il la regarda, le regard s'adoucissant. Pour s'excuser. Pour comprendre. Pour recommencer, peut-être. Elle resta silencieuse un long moment. Puis elle désigna le banc dehors. « Attends, je dois finir de la laver. » Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas non plus un adieu. Et cela seul lui donnait de l'espoir. Le banc devant sa maison était dur, poli par des années d'utilisation. Mais Tari restait immobile, les mains jointes, le regard fixé sur l'horizon orange. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur la propriété. Il entendit le doux bourdonnement d'une maca à l'intérieur, chantant doucement tandis qu'elle massait les membres de sa mère. Ce n'était pas seulement une mélodie, c'était de la dévotion. Et tandis qu'il l'écoutait, quelque chose changea en lui. Son regard sur elle se transforma. Elle n'était pas seulement la femme d'un chevalier masqué ou la servante qu'il avait admirée en silence. C'était une fille, une gardienne, une survivante. Lorsqu'elle émergea enfin, s'essuyant le front avec une serviette, son expression était indéchiffrable. Elle s'assit à côté de lui, mais laissa une distance respectable entre eux. « Elle va mieux maintenant. Plus forte aujourd'hui, dit-elle. » Il hocha la tête, ne sachant pas par où commencer. Le silence s'éternisa jusqu'à devenir insupportable. « J'avais tort, dit-il finalement. Pas seulement à cause de ma réaction, mais aussi parce que je ne t'ai pas pleinement vu. De t'avoir oublié. D'avoir ignoré ce que cette nuit signifiait pour nous deux. » Elle ne le regarda pas. Ses yeux restèrent fixés sur le soleil déclinant. « Tu ne me connaissais pas, Tari. Ni ta mémoire, ni ta gentillesse. Je n'ai jamais rien attendu de toi. » « C'est tout à fait ça, répondit-il. Tu n'as jamais rien demandé, mais tu m'as apporté la paix cette nuit-là et ces derniers mois. Je te dois tout pour ça et plus encore. » Elle se tourna alors vers lui, les yeux brillants mais indéchiffrables. « Sais-tu ce qui m'effrayait le plus ? Que si tu l'apprenais, tout serait effacé. Que je redeviendrais une simple fille qui a fait un choix stupide un soir. » « Tu n'as jamais été stupide, dit-il d'une voix pâteuse. Tu souffrais et tu as eu le courage de survivre. » Elle l'observa, cherchant des failles dans sa sincérité, mais il n'y en avait aucune. Il avait parcouru un long chemin, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, dénué de fierté, offrant l'honnêteté plutôt que des excuses. Elle soupira en se penchant en arrière. On ne peut pas simplement arriver ici, s'excuser et penser que ça règle tout. Je sais, dit-il, mais il fallait bien commencer quelque part. Je ne pourrais pas me regarder en face si je n'essayais pas au moins. L'espace d'un instant, le doux bourdonnement des grillons et des rires lointains emplirent l'air. Puis elle a dit doucement, elle a besoin d'une opération. Nous attendons qu'un programme caritatif nous approuve. Il n'a pas hésité. Laisse-moi t'aider. Non, rétorqua-t-elle vivement. Pas comme ça. Pas par culpabilité. Pas par culpabilité, répondit-il.
Par respect. Par amour, peut-être. Laisse-moi faire ça et rien de plus, à moins que tu ne me le permettes. Elle détourna le regard, les lèvres tremblantes. On verra bien, murmura-t-elle. Ce n'était pas une invitation à revenir dans sa vie, mais ce n'était plus une porte claquée. Et pour Tari, c'était largement suffisant pour l'instant. Le retour à Lagos ne fut pas triomphal. Il ne s'accompagna ni de fanfares ni de déclarations romantiques. Il se déroula plutôt sous le signe de la franchise et d'une compréhension plus sereine. Amaka n'était pas arrivée en tant que domestique cette fois-ci. Elle n'avait pas porté une valise remplie d'uniformes ni ne s'était installée dans les quartiers des domestiques. Au lieu de cela, elle avait été accueillie dans la chambre d'amis, propre, aérée et vierge de tout souvenir de son passé au sein de la maison. Madame Dorogi avait accepté sa démission avec un regard chaleureux et entendu. Certaines routes sont faites pour tourner avant de se redresser, avait-elle dit avant de la serrer dans ses bras. Et maintenant, la voilà qui rentre dans la même maison, mais dans une autre peau. Elle avançait prudemment, hésitante quant à l'équilibre entre invité et fantôme. Tari, de son côté, était tout aussi hésitant. Il ne la bousculait pas. Il ne s'est pas excusé à nouveau. Au lieu de cela, il a fait de la place délibérée. Le petit déjeuner était composé de 2 assiettes au lieu d'une. Son nom n'était plus prononcé sur un ton de servitude, mais de familiarité. Les conversations s'éternisèrent autour du thé, et des rires percèrent entre eux. Ils n'étaient plus des étrangers, mais pas encore tout à fait amants. Ils étaient quelque part entre les deux, plantant de nouvelles graines sur le même terreau où la douleur avait autrefois poussé. Amaka redécouvrit Tari. Sans le masque de l'employeur-employé, elle percevait ses bizarreries avec une clarté nouvelle. Comment il tapait 3 fois sur son stylo avant de passer un appel professionnel. Comment il fronçait les sourcils devant de nouvelles idées avant d'en tomber amoureux en silence. Comment il écoutait lorsqu'elle parlait pleinement et sans interruption. Ce n'était pas qu'il était devenu quelqu'un de différent. C'était qu'elle pouvait désormais le voir dans son intégralité. Un soir, ils étaient assis sur le balcon, regardant le ciel se couvrir de rouge. Nico somnolait entre eux, les jambes tremblantes de sommeil. Amaka se pencha en arrière et dit, « Tu te souviens de la façon dont tu m'as embrassé cette nuit-là » Comme si on s'était connus dans une vie antérieure. Tari se tourna vers elle, les sourcils levés. « Je crois que j'espérais qu'on se reverrait la prochaine fois. » Elle rit. « Eh bien, nous y voilà. On dirait que l'univers est impatient. » La tension a fondu. Elle n'a pas disparu, mais elle s'est adoucie. Il y eut des moments où ils faillirent s'embrasser, où ses doigts effleurèrent les siens, où il la surprit en train de le regarder de l'autre côté de la pièce. Mais ils se retinrent. Non pas par peur, mais par intention. Ils apprenaient à se connaître lentement. Fini les fantaisies. Fini les énigmes. Juste le rythme régulier de quelque chose de réel, arrosé quotidiennement de vérité et de petits gestes attentionnés. Et dans ce silence, Amaka réalisa que le cœur pouvait refleurir, même là où il s'était brisé. La guérison, apprirent-ils tous deux, n'était pas linéaire. Cela ne se produisait pas par de grands moments de révélation, mais par de petits gestes simples qui construisaient la confiance, pierre après pierre. Un après-midi, Amaka se tenait dans la cuisine, étalant de la pâte pour des pâtés à la viande. Elle avait recommencé à cuisiner, non pas pour Tari, mais pour elle-même. Pour la version d'elle-même qui avait rêvé de posséder une entreprise de restauration avant que la vie ne la force à survivre. Tari entra, un dossier à la main, et s'arrêta en la voyant. « Je ne t'ai jamais vu aussi concentrée, » la taquina-t-il. Elle sourit sans lever les yeux. « C'est parce que, pour la première fois depuis des années, je fais quelque chose qui me semble m'appartenir. » Il se lava les mains, pétrit la pâte avec détermination, et la fierté gonfla dans sa poitrine. Plus tard dans la soirée, ils étaient assis dans le salon, entourés de papiers et d'idées, le business plan d'Amaka, accompagné de notes manuscrites, les menus du traiteur et les estimations de coûts. Tari leur donnait son avis avec douceur. Il n'essayait pas de prendre le dessus. « Tu n'as pas besoin d'être sauvé, » dit-il, juste soutenu, et elle le crut. En partageant leurs blessures passées, sa trahison par Moff, sa peur d'être rejeté, ils trouvèrent une force inattendue l'un en l'autre. Ce n'était plus un amour fantasmé. C'était un partenariat né d'une douleur partagée et du courage d'aller de l'avant. Un soir, alors que la pluie tapait légèrement sur les fenêtres, Amaka se confia pour la première fois au sujet de son père. « Il est parti quand j'avais 12 ans,
dit-elle à voix basse. Pas un mot. Il a juste fait ses bagages et a disparu dans une autre famille, une autre vie. Après ça, j'ai arrêté de croire que les hommes pouvaient choisir de rester. Tari ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il lui prit la main et la serra doucement. Et maintenant, demanda-t-il, elle lui serrait les doigts. Non. J'apprends que certaines personnes ne partent pas. Pas quand c'est important. En retour, il partageait sa peur de devenir comme son père, émotionnellement distant, un homme qui ne manifestait son affection que par le langage de la prévoyance et du contrôle. Je ne veux jamais d'un amour comme celui-là, disait Tari. Je veux quelque chose qui respire. Leurs histoires ne se réparaient pas, mais elles se fondaient dans l'espace qui les séparait comme un tissu chaud, tissant lentement la confiance là où des blessures étaient autrefois ouvertes. Ils ne se précipitaient pas dans les déclarations ou les promesses. Au contraire, ils construisaient une cohérence grâce aux promenades du dimanche matin, aux playlists partagées et aux moments de calme où les mots n'étaient pas nécessaires. Pour la première fois de leur vie d'adulte, ils choisissaient l'amour non pas comme une échappatoire, mais comme une présence. Ce n'était pas parfait, mais c'était le leur. Les murmures commencèrent à tourbillonner avant qu'ils ne s'y attendent. Après tout, Lagos était une ville qui contenait 10 millions d'histoires. Tout a commencé par une photo floue, celle d'un mocassin sortant de la voiture de Tari devant une boulangerie à Aqua. Puis une autre, où ils marchaient côte à côte à Freedom Park, leurs épaules se touchant presque. Il n'a pas fallu longtemps pour que les blogs à potins s'en emparent. Les gros titres défilaient sur les écrans. Une femme mystérieuse dans la vie de cette jeune femme de technologie mobile? Est-ce une ancienne femme de ménage? L'article ne mentionnait pas son nom, mais les commentaires ne se sont pas gênés. Maintenant, la journée de ces gentilles filles trouve un raccourci vers une vie douce. L'une lisait, l'autre disait, waouh, qui sait, trouver un petit ami milliardaire? Amaka voyait les publications sur le téléphone de sa cousine Gozi, sa poitrine se serrant à chaque défilement. Je savais que ça arriverait, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Gozi essaya de la réconforter, mais le mal était fait. Le monde extérieur à leur bulle l'avait remarqué. Et ce n'était pas gentil. Tari voulait limiter les dégâts, faire appel aux relations publiques, publier un communiqué. Mais Amaka l'en a empêché. Tu n'as pas besoin de me défendre. Ne me cache pas. Sa voix était ferme, sa fierté intacte. Mais c'est Rishi qui a fait preuve de brio. Il a publié une photo de lui, de Tari et d'Amaka riant ensemble lors d'un barbecue dans le jardin, avec la légende suivante, Lagos a besoin de moins de ragots et de plus de riz jollof. Les amoureux devraient pouvoir aimer en toute tranquillité. Point final. C'est devenu viral. Des milliers de commentaires ont afflué, certains encourageants, d'autres encore acerbes. Mais le ton changea. L'influence désinvolte de Rishi auprès de l'élite sociale ajoutait une légitimité qu'aucun communiqué de presse ne pouvait égaler. Amaka sentit le vent tourner, légèrement. Elle et Tari ne se cachaient pas. Elle continuait à assister à des événements, parfois séparément, parfois ensemble. Lors d'une collecte de fonds caritative, un créateur de mode célèbre s'est approché d'Amaka et lui a dit « J'adore ta façon de te comporter. » Certains d'entre nous ont aussi commencé en cuisine. Ne les laissez pas vous déconcentrer. Ce soir-là, Tari a pris la main d'Amaka dans la voiture et lui a dit « Laissez-les parler. » Une vérité m'importe, la tienne. Elle se pencha vers lui, les yeux fermés, murmurant. Alors, écrivons-la plus fort que leur bruit. Leur amour avait quitté l'ombre. Il était désormais confus, public et vulnérable. Mais il était aussi indéniable. Et surtout, c'était bien réel. L'idée de créer un traiteur avait germé discrètement, d'abord comme une suggestion fortuite, puis comme une graine de curiosité, et enfin comme un rêve naissant entre Tari et Amaka, au cours d'une longue soirée passée à feuilleter ses recettes manuscrites. Son carnet était usé, les bords cornés, et ses pages maculées d'huile de poivre et de souvenirs, remplies de recettes de riz jollof, de sirosobo et de marinades épicées pour poulet grillé, baptisées d'après les dictons de sa mère. « Tu as de l'or ici », avait dit Tari en feuilletant ses gribouillis. « Tu n'es pas une servante, Amaka. Tu es une marque en devenir. » Ces mots lui sont restés gravés dans la mémoire. Elle a commencé à se lever plus tôt, à esquisser des noms d'entreprises dans un nouveau carnet et à regarder des vidéos YouTube sur l'emballage et la photographie culinaire. Ils ont réfléchi ensemble dans le salon, elle en jogging, lui avec son ordinateur portable ouvert,
lançant de temps en temps des commentaires entre deux appels aux investisseurs. Appelons ça la cuisine d'Ada, dit-elle un matin. Tari acquiesça pour ma mère, appréciant la sonorité de son nom, la façon dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle le prononçait à voix haute. Il lui proposa un capital de départ, mais elle déclina d'abord. Laisse-moi le mériter. Je veux construire quelque chose qui m'appartient, pas un don. C'est ce mélange de fierté et de passion qui lui a donné encore plus de respect pour elle. Finalement, ils trouvèrent un terrain d'entente. Il lui loua une petite cuisine moderne à Yaba, techniquement un studio d'innovation alimentaire partagé, mais largement suffisant pour commencer. Amaka se mit immédiatement au travail, embauchant un assistant et préparant des repas pour des groupes tests, des déjeuners d'entreprise, des plateaux d'anniversaire et des menus personnalisés pour les familles en pleine forme. Sa cuisine en disait long, audacieuse, colorée, nostalgique. Le genre de cuisine qui rappelait les dimanches chez leur grand-mère ou les stands de suya en bord de rue après les mariages. La nouvelle s'est vite répandue. Richie a publié une critique élogieuse de ses tourtes aux chèvres sur Instagram et, en une semaine, elle avait déjà 5 réservations complètes pour son service traiteur et une liste d'attente. Tandis qu'elle cuisinait, testait et gérait son équipe grandissante, Tari restait à ses côtés, non pas pour la surveiller, mais pour la soutenir. Parfois, il passait juste pour goûter sa dernière création, parfois pour réparer une étagère cassée, mais surtout pour s'asseoir au fond et la regarder faire ce qu'elle aimait. Leur alchimie évoluait avec le travail. La tension amoureuse couvait encore, mais elle reposait désormais sur l'admiration. Tu sais, dit-il un soir en léchant de la sauce au poivre sur son pouce, c'était peut-être la meilleure version de nous deux. Construisant quelque chose côte à côte, Amaka sourit, les cheveux attachés en un chignon désordonné, son tablier taché de ragoût. Je ne me suis jamais senti aussi bien, admit-elle. C'est peut-être ça l'amour, deux personnes qui s'entraident pour retrouver ce qu'elles étaient censées être. On dit qu'aucune histoire d'amour en Lego ne reste sans essai, et le premier test d'Amaka fut de porter du rouge à lèvres rouge et un sac de créateur plus cher que son loyer. Moff, l'ex-fiancé de Tari, apparut sans prévenir un jeudi après-midi, alors qu'Amaka fermait sa cuisine pour la journée. Elle sortit d'un Range Rover argenté, ses talons claquant sur le trottoir comme des coups de feu. Amaka Shikori, c'est ça, dit-elle d'une voix mielleuse, mais teintée de venin. Amaka frose. Elle connaissait ce visage grâce aux gros titres, aux photos de fête et aux quelques mentions que Tari avait faites lors de leur première soirée d'honnêteté. J'ai tellement entendu parler de toi, continua Moff en tournant lentement autour d'elle. Ancienne servante, actuelle, quoi que tu sois maintenant. Une véritable histoire de Cendrillon. Amaka ne broncha pas. Elle la fixa simplement. Et tu es, Moff, la femme qui était censée être Madame Johnson, son sourire narquois s'élargit. Mais je vois qu'il s'intéresse aux œuvres caritatives maintenant. Les mots ont blessé Amaka, mais sa fierté l'a empêché de réagir. Si tu as quelque chose à dire, dis-le clairement. Moff se pencha vers elle. Je veux juste que tu saches que Tari a beau se montrer noble, son monde n'est pas fait pour des femmes comme toi. Un jour, il se souviendra de qui il est. Et tu seras la leçon, pas l'héritage. Sur ce, elle se retourna et retourna à sa voiture, laissant Amaka secouer mes serins. Cette nuit-là, Amaka ne le dit pas à Tari. Pas immédiatement. Elle avait besoin de temps pour digérer la situation, pour décider s'il s'agissait de bruit ou d'une menace. Mais son silence devint pesant, et il le remarqua. Tu es silencieuse, dit-il tandis qu'il dînait chez lui. Il y avait un problème avec la plante, dit-elle en esquissant un sourire forcé. Ce n'est pas la nourriture. Finalement, elle lui raconta tout, la visite de Moff, ses paroles, sa tentative de saper la confiance qu'ils étaient en train de construire. Tari écouta, la mâchoire serrée. Elle n'a aucun pouvoir sur nous, dit-il fermement. Mais Amaka secoua la tête. Elle a du pouvoir dans votre monde. Dans les réunions avec les membres de votre conseil d'administration, votre famille, vos partenaires. Je n'ai pas peur d'elle. J'ai peur de la facilité avec laquelle des gens comme elle peuvent détruire des gens comme moi. Sa vulnérabilité l'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Pour la première fois depuis des semaines, l'atmosphère entre eux était incertaine. « Tu me fais confiance ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Mais parfois, je me demande si j'ai confiance dans le monde dans lequel tu vis. » Il n'insista pas. Il savait que le réconfort ne pouvait pas régler ce problème. La confiance n'était pas seulement personnelle.
Elle était structurelle. Et pour l'aimer véritablement, il devait prouver qu'il pouvait la soutenir non seulement en privé, mais face à toutes les insultes que le monde lui lançait. Quand Tari revint à Abioma un mois plus tard, il arriva sans tambour ni trompette. Juste lui, une modeste bague et un cœur plein de détermination. Amaka était rentrée quelques semaines auprès de sa mère, qui se remettait bien de l'opération réussie qu'il avait discrètement contribué à financer. Il n'avait pas prévu de faire sa demande là-bas. Pas au départ, mais la revoir dans son élément, en robe de chambre et foulard, riant avec ses voisins, pilant l'agbono dans un mortier avec une aisance experte, le convainquit que ce devait être ici, pas dans un restaurant 5 étoiles, pas sur un yacht, mais ici, là où ses rêves avaient pris naissance, là où sa force avait été forgée par le feu. Il demanda d'abord sa bénédiction à Maman Keshi. La vieille femme rit doucement depuis sa chaise en bambou, « Ma fille est une lionne. Si vous pensez pouvoir l'apprivoiser, vous vous trompez. Mais si vous pouvez marcher à ses côtés sans crainte, alors oui, vous avez ma bénédiction. » Cette nuit-là, sous le ciel étoilé, il marcha avec Amaka jusqu'au manguier où elle jouait enfant. Il n'y avait ni musique, ni bougie, juste le souffle d'Amaka coincé dans sa gorge. Elle ne s'y attendait pas ici, pas comme ça, mais d'une certaine manière, c'était parfait. Elle baissa les yeux vers lui, cet homme qui avait été autrefois un étranger sous un masque, et qui maintenant déposait tout son cœur à ses pieds. « Tari, murmura-t-elle, ce n'est pas un conte de fées. »« Je sais, répondit-il, c'est pour ça que je le veux. » Elle ferma les yeux un instant, toute sa vie défilant dans son esprit, le chagrin, la joie, la faim, l'agitation, le rire, et maintenant cet avenir qu'elle pouvait choisir. « Oui, dit-elle enfin, la voix tremblante, mais lentement, je veux y aller doucement. Je veux que nous le construisions bien. » Il se leva, glissa la bague à son doigt et la prit dans ses bras. « La douceur est parfaite, murmura-t-il dans ses cheveux. Du moment que c'est avec toi. » Ils restèrent ainsi un long moment, enlacés l'un dans l'autre, bercés par le murmure des arbres et le sourire des ancêtres. Dans ce village où tout semblait autrefois perdu, l'amour était revenu, non pas avec des feux d'artifice, mais avec des pas calmes et réfléchis vers l'éternité. Ils comprirent bientôt que l'organisation du mariage ne se résumait pas au choix des fleurs et des lieux, mais à une confrontation avec qui ils étaient avant, qui ils étaient devenus et les ombres qui planaient encore sur leur amour. La société de Lagos n'oubliait pas facilement, et la famille non plus. Les invitations apportaient avec elles des questions, « Êtes-vous sûr de cette fille? De qui sont les oncles de Tari? Comment comptez-vous vous marier dans ce monde ?» murmuré à Amaka par une tante inquiète lors d'une course au marché. Mais malgré tout, ils sont restés fermes, non pas parce que c'était facile, mais parce que les fondations étaient fondées sur la vérité, et non sur l'illusion. Tari insista pour impliquer Amaka dans chaque décision, du choix du thème symbolique du bal masqué du mariage au choix du traiteur pour la réception, qui, à la surprise générale, fut la cuisine d'Ada. « Nous cuisinerons pour notre avenir », avait dit Amaka, et c'était plus que poétique. C'était puissant. Pendant ce temps, la santé de maman et de Ketchi continuait de s'améliorer, son rire était plus fort, ses mains de nouveau stables, tandis qu'elle aidait à confectionner de petits souvenirs pour les invités. Un après-midi, regarder sa mère plier rubans et coquillages avec soin fit pleurer Amaka. « C'est la vie que je pensais ne jamais avoir », murmura-t-elle à Tari. Et lui, debout derrière elle, lui entoura la taille de ses bras et dit, « Et pourtant, nous y voilà. » Pourtant, tout ne s'arrangeait pas. La famille de Tari, et surtout sa mère, s'était montrée réticente. Une femme fière, à la grâce calme et austère. Madame Johnson avait d'abord refusé d'assister aux réunions ou de lui souhaiter la bienvenue. Une bonne, avait-elle dit catégoriquement, c'est la femme que vous ramenez à la maison. Mais Rishi, devenu un fervent défenseur d'Amaka dans les cercles sociaux, intervint avec son habituel mélange de tact et d'audace. Il l'invita à dîner en tête-à-tête, mais Amaka l'accueillit à la porte. Habillée modestement, les mains couvertes de farine après des heures passées en cuisine. « Goûte sa nourriture, puis décide », avait murmuré Rishi. Et quand Madame Johnson prit sa première bouchée du ragoût d'œufs épicé au poisson fumé d'Amaka, quelque chose se transforma, pas complètement fondu, mais décongelé. Elle ne dit pas grand-chose ce soir-là, mais en partant, elle posa doucement la main sur l'épaule d'Amaka et dit, « Il a l'air plus stable avec toi. » C'était suffisant. Grâce à sa bénédiction murmurée en gestes, et à la prière de sa mère et de son Keshi, les derniers obstacles commencèrent à tomber. La veille du mariage, Amaka était assise par terre dans son appartement, entourée de tissus, de notes et de vieilles photos. Tari entra,
s'agenouilla près d'elle et lui prit la main. « Tu t'es déjà demandé si on était censé se revoir ce soir-là » demanda-t-il. « Je m'en suis demandé, avant, » répondit-elle. « Mais maintenant, je crois qu'on était censé se revoir. Après que la vie nous eut rendus humbles. Après que nous ayons eu quelque chose à nous offrir l'un à l'autre, au-delà de la fantaisie. » Le mariage n'était pas fastueux au sens traditionnel du terme. Il n'y avait pas de Rolls-Royce ni de feux d'artifice extravagants. Mais l'événement était d'une beauté que les mots ne peuvent guère exprimer. Organisé dans un jardin paisible en périphérie de la ville, le décor mêlait beauté naturelle et richesse symbolique. Des dés de soie blanche drapaient les palmiers, des lanternes flottaient dans des bassins réfléchissants peu profonds, et les invités se voyaient remettre de délicats masques noirs et dorés à l'entrée. La carte qui les accompagnait rappelait le lieu où tout avait commencé. Le thème était délibéré, se dévoiler, et non se cacher. Le couple attendit leur vœu perpétuel pour retirer son masque. Tari, vêtue d'une ikbata bleu marine sur mesure, ornée de broderies subtiles qui racontaient leur histoire à travers des symboles de la ville, avait l'air de l'homme digne et pourtant adouci qu'il était devenu. Amaka, radieux dans une robe fluide à épaules dénudées, imprégnée de tissu aquitain et de dentelle, était volontairement pieds nus. « Je veux sentir la terre sous mes pieds », avait-elle dit plus tôt, pour me souvenir du chemin parcouru. Alors qu'ils se tenaient devant leur famille, leurs amis et même d'anciens sceptiques, l'officiant leur demanda s'ils avaient un dernier mot avant l'échange des vœux. Tari s'avança, retira lentement son masque et la regarda droit dans les yeux. « J'ai porté bien des masques dans ma vie », commença-t-il, la voix chargée d'émotion. « Mon fils, je suis si fier de toi. Mais avec toi, j'ai appris à les enlever. À être doux. Pour être honnête. Pour aimer. » Les mains d'Amaka tremblaient tandis qu'elle retirait son masque. Ses yeux brillaient. « Tu as dit un jour que certaines personnes n'entrent en collision qu'une seule fois, comme les étoiles. Mais je crois que nous étions faits pour orbiter, brûler, disparaître et revenir. Tu m'as trouvé alors que j'étais invisible, et tu m'as choisi quand j'étais enfin prêt à être vu. » Alors que leurs lèvres se rencontraient, un vent doux traversa la foule, chaleureux et réconfortant, comme le souffle des ancêtres mêmes. La réception s'ensuivit, emplie de musique, de rires et de larmes de joie. Maman et Ketchi dansaient, enveloppés dans un tissu Georges orange vif, tandis que Rishi, le maître de cérémonie de la soirée, racontait des anecdotes folles sur leurs premiers amours, comme s'il racontait un scénario de Nollywood. Vers la fin de la soirée, juste après le dernier plat de charcuterie et le toast final, Tari entraîna Amaka dans le jardin, où les étoiles scintillaient comme des témoins. Aucune musique ne jouait. Aucun téléphone n'a immortalisé l'instant. Ils étaient seuls, se balançant sous le ciel qui avait autrefois marqué leur séparation et célébrait désormais leur union.